Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis super contente de venir vous parler de livres que j'aime profondément et qui, au-delà du fait que je les aime profondément, m'ont vraiment marqué et m'ont aidé, je pense, à être aussi la personne que j'étais ou à reconnaître certaines choses dans la personne que je suis. Allez le voir, il y a des livres qui sont... Enfin, si vous suivez cette chaîne depuis un certain temps et si vous me connaissez, je pense que vous serez surpris ou surprise par aucun des livres, mais il y en a peut-être que vous n'attendez pas forcément dans cette liste. Et on va commencer tout simplement par l'évidence même, le livre qui m'a un petit peu formée et qui m'a accompagnée finalement, j'ai envie de dire presque tout au long de ma vie et qui m'accompagne encore. En fait, je pourrais utiliser cette description pour deux livres et finalement je vais le faire. Il y a deux livres qui m'ont marqué, premièrement en tant qu'expérience littéraire, en tant qu'expérience esthétique, artistique, et puis aussi en tant que réflexion sur la vie, les émotions, le sens de la vie, la manière d'appréhender le monde même au quotidien, et qui, de manière un petit peu surprenante et comme un concours de circonstances presque liées à une forme de destinée, j'ai envie de dire, ont réapparu à plusieurs moments de ma vie. Et je pense que vous savez de quel livre il s'agit. D'ailleurs, si vous le savez, vous pouvez commenter direct. On va voir si vous vous trompez ou pas. Le premier, c'est évidemment L'éducation sentimentale de Gustave Flaubert. Alors, la raison pour laquelle je dis que ce livre est vraiment essentiel à la personne que je suis, c'est parce que c'est un livre, je pense que c'est premièrement l'un des premiers classiques vraiment très ambitieux, parce que c'est un roman extrêmement ambitieux, c'est un roman en fait extrêmement moderne, qui a une forme très particulière si on se penche vraiment assez pour en prendre conscience. Et c'est l'un des premiers romans dont j'ai, je pense, compris la complexité et appréhendé vraiment le génie. Ensuite, c'est aussi un livre que j'ai étudié d'une manière vraiment particulière, étant donné qu'il était au programme de l'agrégation et que c'était déjà un de mes romans préférés et que Flaubert est mon auteur sans doute préféré. Et puis, c'est un roman qui est un roman doudou, qui est vraiment le roman dont je connais le plus de citations, que j'ai lu quasiment une dizaine de fois, que j'ai proposé en lecture commune sur cette chaîne et qui revient sur des thématiques qui, moi, me parlent effectivement énormément. L'absolu, que reprendra ensuite Aragon, mais qui en fait est déjà présent chez Flaubert, même s'il n'est pas mentionné de cette manière-là. L'absolu, la non-réalisation, la force du fantasme, la force de la mémoire, et toute cette complexité qu'il y a en l'être humain, qui est à la fois portée à des désirs et à des sensibilités qui sont pourtant parfois dépassées, que l'on aimerait dépasser, l'ironie que l'on peut avoir à l'encontre de soi, et cette mosaïque d'éléments parfois contradictoires, parfois disparates, enfin le plus souvent disparates que nous sommes, et je trouve que ça se retrouve énormément chez Flaubert, et ça s'illustre, ça se perçoit dans l'éducation sentimentale à partir du moment où on connaît davantage l'œuvre de Flaubert, la vie de Flaubert, etc. Et le deuxième roman qui est déjà difficilement caractérisable comme un roman, mais on le fera dans cette vidéo, c'est Nadja de Breton. Nadja parce que ça a été une claque évidemment, premièrement littéraire, artistique, esthétique. Je l'ai lu quand j'étais au lycée pour faire les TPE, si vous vous souvenez de ça. Étant donné que j'avais fait un TPE sur notamment le surréalisme et l'inconscient et donc le surréalisme, c'est ma première rencontre avec le surréalisme qui devient rapidement et de manière totalement durable mon mouvement littéraire préféré, et au-delà d'un mouvement littéraire préféré qui est aussi, malgré toutes les critiques qu'on peut lui faire, pour moi une forme de guide et de ligne directrice dans la vie et d'un rappel finalement de comment est-ce qu'on survit à la vie, je trouve. Nadja, c'est ce premier livre que au début je ne comprends pas, qui est difficile mais qui en même temps m'attire d'une manière que j'arrive pas vraiment à expliquer. Ce livre que je retrouve pour mon mémoire de fin d'études en master, en deuxième année de master. Ce tatouage que j'ai ici, finalement, toutes ces réflexions sur l'utilisation de l'identité, l'utilisation des femmes aussi en littérature, et en même temps cette proposition incroyable sur comment on regarde le monde, comment on ouvre le monde, comme on écarterait un rideau pour vivre. Vraiment, ces deux textes sont pour moi
ancré finalement maintenant dans mon ADN, dans qui je suis réellement. Peut-être que ça transparaît pas toujours, mais je sais que c'est des textes auxquels je pense presque quotidiennement, qui me font du bien et qui m'aident réellement. Avant d'aller plus loin, je suis très contente de vous parler du partenariat de cette vidéo et il s'effectue encore une fois avec Rosetta Stone. Donc vous le savez, je pense désormais, Rosetta Stone c'est une super application disponible sur tablette, ordinateur, téléphone qui vous permet d'apprendre autant de langues que vous le voulez à vie à partir du moment où vous souscrivez à leur offre Lifetime. Et d'ailleurs, il y a une énorme réduction en cours si vous cliquez sur le lien en barre d'infos. Les fois précédentes, je vous avais parlé de la manière dont j'utilise Rosetta Stone pour perfectionner mon japonais. Mais là, je me suis un petit peu plus concentrée sur le coréen, qui est aussi une langue que j'aime beaucoup. Mannaso pagam sumnida Rebekashi. C'est hyper modulable en fonction de vos besoins, de vos envies. Il y a différents types d'exercices. Vous pouvez le faire quotidiennement de 5 à 10, 15, 20 minutes par jour. Vous avez des différentes thématiques. Vous avez aussi des niveaux différents d'apprentissage, bien évidemment. Et c'est quand même hyper cool d'avoir accès aux 26 langues de l'application à vie si vous profitez de leur offre promotionnelle. Voilà. Et un troisième livre que j'aimerais un petit peu ajouter, mais qui en fait est très différent parce que je l'ai lu beaucoup plus tard, je ne l'ai pas lu autant de fois, c'est Le Maître et Marguerite. Alors Le Maître et Marguerite de Bulgakov, c'est un roman que j'aime, bien évidemment, que je trouve absolument génial, mais plus que ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est comme un petit peu un guide. Je vais pas dire un guide spirituel, même si bien évidemment, de par les thématiques du Maître et Marguerite, on pourrait aussi parler d'un guide spirituel, mais admettons c'est un guide spirituel et aussi un guide, je pense, éthique et moral. Il y a tout ce que j'aime dans Le Maître et Marguerite. Il y a le renversement des dogmes, un questionnement sur les illusions, les apparences, la révolte, la rébellion, le chaos heureux, et puis l'amour, la dévotion à l'art, la dévotion à ce qu'on aime qui peut s'écrire C-E ou C-E-U-X, C-E-U-X ou C-E-L-L-E-S si on le met au féminin. Il y a la puissance de l'écriture, bien évidemment, il y a le rire salvateur. Pour moi, Le Maître et Marguerite, c'est un roman qui permet aussi de survivre au monde, réellement. Et quand on connaît en plus les conditions d'écriture, les circonstances d'écriture, c'est absolument... c'est un parallèle éclairant et encore plus touchant, je trouve. Au-delà de ça, j'aime énormément Bulgakov. J'ai quasiment tout lu de Bulgakov et j'ai lu une énorme biographie de Bulgakov. C'est un homme que j'aime beaucoup. Et c'est un roman, j'en parlais il y a pas longtemps justement avec Imen, enfin une amie. Je lui recommandais de le lire et puis en fait elle me disait oui c'est vrai que tu as beaucoup aimé. Et c'est là à ce moment-là que je me suis rendu compte. Je lui ai dit non, en fait oui mais c'est carrément un guide ce livre. Et c'est vraiment ça. Bon, petit aparté, mais vous voyez moi je suis tellement heureuse que mes livres guides, ce soit ce genre de livres, des livres pluriels, des livres complexes, des livres qui ne sont pas dogmatiques et non pas un seul livre qui serait une énorme limite et qui en plus serait rempli de limites. Mais bon bref, c'est autre chose. Un autre livre qui m'a énormément impactée, qui a fait écho à vraiment une partie de moi qui se voit peu et qui n'est peut-être pas une partie qui... Enfin, j'aurais peut-être pas intérêt à ce que cette partie se voit davantage, mais c'est Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. La raison pour laquelle je dis que c'est peut-être mieux que cette partie-là de moi ne se voit pas, c'est qu'en fait, un petit peu comme a pu l'être La Reine Morte, même si je ne vais pas reparler de La Reine Morte dans cette vidéo, mais La Reine Morte pourrait figurer dans cette liste, ou un petit peu comme certains personnages, chez Flaubert encore une fois, ou même chez Stendhal. Ce qui m'a énormément touchée dans Lettre d'une inconnue, c'est le sacrifice, la dévotion. Encore une fois, on retombe beaucoup sur cet amour-dévotion, sur cet amour-sacrifice. Et en fait, voilà, ce qui est hyper intéressant, c'est aussi de voir comment ces livres évoluent au fil des années avec nous. Parce que la première fois que j'ai lu Lettre d'une inconnue, ce qui m'a frappée, c'est que j'ai eu l'impression de me reconnaître. C'est que vraiment cet amour sacrificiel, totalement désintéressé, qui n'est jamais exaucé finalement et qui n'a pas de retour, ça correspondait à une vision noble de l'amour que j'avais, à des sentiments que j'avais pu éprouver et à ma posture peut-être dans la vie. Et puis, il y a cette beauté qui est restée. Je trouve toujours ça très très beau, je trouve ça toujours très très touchant, mais en ayant grandi et en ayant vécu, ce qui est intéressant maintenant pour moi, c'est de voir que c'est très triste, c'est pathétique et que c'est aussi fortement conditionné par les normes de genre
Et de voir ce roman qui subsiste comme effectivement déjà littérairement très très beau, comme très très beau peut-être moralement, esthétiquement, et qui fait encore écho à tout ce truc sacrificiel que j'ai en moi et que apparemment j'aime, je ne sais pas pourquoi. Je vois aussi que je m'en suis détachée et que je m'autorise à être sur quelque chose d'autre dans le registre tout simplement des relations, quelles qu'elles soient par ailleurs. Et c'est cette évolution par rapport à ce très très court texte que je vous recommande fortement si jamais vous ne l'avez pas lu, même si vous ne l'aimez pas, vous ne le regretterez pas, je pense, de le lire, qui est intéressante et qui fait que ce texte subsiste, quoi qu'il en soit, dans ma vie de lectrice et dans ma vie de personne. Ensuite, je ne peux pas ne pas parler d'Alcool d'Apollinaire. Je pense que ce recueil, c'est... Alors, il y a beaucoup d'autres poètes et poétesses que j'aime beaucoup. J'adore Sylvia Plath, j'adore Anne Sexton, j'aime beaucoup Armatova, j'aime beaucoup la poésie d'Aragon également. Enfin bon, il y a beaucoup de textes que j'aime en poésie, mais Alcool, c'est... vous voyez, je pense que si on me prenait et qu'on me pressait et que ce qu'on en retirait, ce substrat était poétisé, on aurait Alcool. Alors sauf que j'ai pas le talent pour faire Alcool, mais toutes les réflexions sur le temps qui passe, la mélancolie, les saisons, la synesthésie, enfin vraiment c'est un écho parfait à ma sensibilité, à ce que j'ai à l'intérieur. Encore une fois, c'est un recueil que j'ai lu et relu, ce sont des poèmes que j'ai appris par cœur, ce sont des poèmes que j'ai découverts toute seule et puis après je les ai étudiés à la fac. Ce sont des poèmes que j'ai toujours repartagés, auxquels je reviens perpétuellement. C'est une source d'inspiration énorme et c'est presque au même niveau, j'ai envie de dire d'une certaine manière, que Nadja et l'éducation sentimentale, clairement. À mon avis, on peut dire ça. Et puis, dans les textes qui m'ont vraiment, je pense, touchée et qui m'ont donné envie d'écrire, et ça, c'est pas rien, je suis obligée d'inclure L'Amant de Duras. Je l'ai lu relativement tardivement, comparé aux autres œuvres dont je vous parle dans cette vidéo, et L'Amant m'a frappée parce que ça a ouvert, éclaté des horizons littéraires, qui jusque-là me semblaient peut-être être inconsciemment des carcans qu'on ne pouvait pas dépasser ou dans lesquels il fallait s'inscrire pour écrire bien, pour être légitime, etc. Bon, ça c'est une autre vidéo et c'est un autre concept que j'ai vraiment envie d'étendre parce qu'en fait c'est hyper important. C'est à quel point lire des femmes m'a vraiment fait comprendre la puissance aussi de la littérature et montrer que lire ces grands textes dont je vous parle, c'est génial, c'est incroyable. Mais si on ne lit que ça et si on oublie toutes ces femmes, on ampute vraiment profondément la littérature d'une part incroyable, enfin génialissime quoi. Et L'Amant dans sa stylistique, dans son honnêteté, dans sa radicalité, dans sa transparence, dans son manque, non, la levée des tabous tout en gardant quelque chose qui n'est pas juste exposer comme ça l'intériorité d'une personne ou le vécu d'une personne. Enfin, vraiment, L'Amant, littérairement, je me suis dit, on peut écrire comme ça, mais c'est génial, allons-y, quoi, libérons-nous, tentons, libérons-nous de la syntaxe, libérons-nous des enjôliments, bref, j'ai adoré. Et puis toujours cette force d'évocation des images, moi je pense que c'est quelque chose qui me marque le plus en littérature, c'est vraiment tout ce qui a un rapport avec la sensorialité, les métaphores, les images, la puissance d'une évocation qui vient vraiment nous frapper en pleine face. Moi c'est ce que j'adore en littérature, entre autres choses, et je la retrouve et ça se retrouve dans tous, je pense, dans tous les textes que j'ai mentionnés, mais ça se retrouve tout particulièrement aussi, bien évidemment, dans L'Amant, dans Duras en général, pas que, mais voilà. Je vais finir cette vidéo avec deux noms qui me semblent très importants. Je l'ai déjà mentionné, mais du coup je vais revenir dessus plus en détail. Il y a Sylvia Plath. Alors Sylvia Plath, c'est une autrice que j'ai découverte il y a des années, à une époque où vraiment dans le milieu francophone on n'en parlait absolument pas. Et d'ailleurs je suis du coup hyper reconnaissante d'avoir eu les moyens et l'envie et la motivation et l'amour de l'anglais, parce que c'est vrai que parfois je me dis j'ai eu de la chance d'aimer l'anglais et d'apprendre l'anglais et d'avoir un niveau en anglais qui m'a permis de lire depuis une quinzaine d'années déjà en fait, en anglais, des textes qui à l'époque étaient vraiment pas ou peu traduits, difficilement accessibles, ou dont on ne parlait pas dans les milieux francophones, donc même s'ils étaient traduits, c'était uniquement pour des initiés, enfin voilà, et puis surtout de lire en langue originale, ce qui est quand même incroyable, et donc tout Plath, je l'ai lu en anglais, et bon, c'est toujours un peu délicat en fait de parler de pourquoi j'aime à ce point Plath, même si en fait c'est évident, et je pense que beaucoup de personnes
qui ont ces caractéristiques-là sont touchés par l'écriture de Plath. Mais forcément, soit quand on a eu des épisodes dépressifs, soit quand on est dans un relationnel chronique avec la dépression ou avec l'anxiété, les idées noires, etc. Bien évidemment qu'il y a quelque chose chez Sylvia Plath qui touche une corde profonde et puis elle a ce statut d'icône. Mais ça, encore une fois, moi je voudrais vraiment, et je vais vraiment beaucoup parler de Plath. Je veux faire des vidéos, mais je veux aussi faire tout un pack, je pense, un petit peu. Mais bon, bref, on en reparlera. Je suis très dérangée, en fait, par l'iconisation et la glamorisation qui est, pour moi, vraiment irrespectueuse de sa mort, de son mal-être, de sa souffrance psychique et aussi du relationnel inégal avec son mari. J'ai lu les journaux de Sylvia Plath. J'ai tout lu, je crois, à peu près, de Sylvia Plath. Et... voilà, il y a que sans doute bien évidemment quelques poèmes que j'ai pas lus et j'avais lu à l'époque la version, je crois, comment dire en français, pas la version réduite de ces journaux et il me reste la version non réduite à lire dans son entièreté, mais sinon j'ai tout lu de Sylvia Plath. Et je préfère sa poésie et ce que j'aime chez Plath, encore une fois, littérairement, effectivement, c'est l'utilisation des images. Il y a quelque chose d'absolument génial dans la manière dont elle va associer certains éléments naturels. Elle va se composer son propre lexique, ça je trouve ça absolument fou et superbe, les auteurs et les autrices qui font ça. Et finalement ils sont pas si nombreux que ça. C'est plus le cas en poésie, bien évidemment, on le retrouve aussi chez Darwish, où en fait il y a presque un dictionnaire à faire de ce que ça représente. La lune chez Plath ou la lune chez Darwish, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, c'est modulé comment, et selon l'association qui est faite avec un autre élément, ça veut dire autre chose, c'est vraiment réellement comme une langue. Et ça, c'est magnifique, c'est génial, je pense que aussi, vous voyez peut-être avec tous ces textes et tous ces noms, l'intrication profonde de la littérature dans le réel. C'est aussi ça avec le surréalisme. Le surréalisme, ça m'a appris que faire de la poésie, c'était pas forcément avec un stylo. En fait, c'est pas forcément avec un stylo ni avec des couleurs. On peut être poétiquement au monde. Je pense que ça, c'est vrai. Alors, c'est pas les surréalistes qui l'ont dit en premier, mais c'est les surréalistes, je pense, qui sont allés aussi loin, qui l'ont autant théorisé, qui l'ont autant affirmé. Et quand on a compris ça, c'est à la fois un cadeau et un peu une malédiction, puis je pense que ça dépend aussi du tempérament naturel avec lequel on l'accueille, quoi. Tout peut être poésie, et notre rapport au monde est poétique, à nous d'enchanter, de poétiser ce rapport qu'on a au monde. C'est un peu, peut-être, la mission de ma vie, finalement. Et écrire, ça en fait partie, mais ce n'est pas la seule manière de le faire. Voilà, c'est un peu ça. Donc Plath, bien sûr, la résonance avec des thèmes personnels, une voix qui est différente, profondément différente. Voilà, Sylvia Plath, c'est pas du tout la même époque, elle a eu des enfants, elle s'est mariée, il y a des tas de choses différentes. Et c'est un peu comme Colette, en fait, il y a une proximité incroyable. Colette, en plus, j'ai fait une vidéo réservée aux membres où je vous explique qu'on est nés le même jour, il y a beaucoup de similitudes, c'est fou, mais en même temps, il y a des choses totalement différentes. Et c'est cette reconnaissance et en même temps de voir cette déclinaison, bien évidemment, de l'expérience humaine chez différentes personnalités, et puis la force de ces images, cette poésie incroyable, ça fait de Plath une des étoiles de ma constellation littéraire, évidemment. Et peut-être que pour finir, j'aurais quand même envie, je pense, de revenir sur deux auteurs qui sont deux auteurs très controversés, mais en fait je suis obligée quand même, je crois, de les mentionner parce que même si j'ai pris une certaine distance, pareil, c'est aussi constitutif de notre personnalité et c'est une expérience de la vie et une expérience très importante que d'apprendre à se distancer, à critiquer tout en ne rejetant pas forcément la nuance, très important. Je suis obligée de parler de Tolstoï et de Rousseau, je crois, et je pense que c'est... Je pense que voilà, c'est facile, il y a une part de moi qui est vraiment facile à cerner sur la question des valeurs et de la morale, mais bon, Rousseau, ça a été une révélation avec les Confessions, ça a été une révélation avec les rêveries du promeneur solitaire, ça a vraiment été une expérience, je pense, un peu métaphysique, et puis cette première incursion à un âge jeune, parce que j'étais début du lycée, où on mélange en fait littérature et philosophie et réflexion métaphysique. Et puis je me souviens très fortement de ça, le fait que personne dans ma classe n'avait aimé le début des Confessions qu'on devait lire, que tout le monde le trouvait insupportable, et que moi au contraire pas du tout. Et en fait,
cette incompréhension de mes camarades à l'encontre, enfin concernant Rousseau, ça avait vraiment fait écho à l'incompréhension que j'avais l'impression de ressentir de tout le monde vis-à-vis de moi, quoi. Et je m'étais dit, bon bah, ok. Donc Rousseau, ouais, il y a quelque chose que j'aime profondément chez lui, même si en fait il y a plein de choses détestables. Les choses détestables, je les comprends de la même façon que je les comprends d'une certaine manière, j'ai envie de dire, chez Tolstoï. Tolstoï, bien évidemment, pour moi, c'est... alors déjà, c'est un auteur incroyable. Bien évidemment, le plaisir romanesque est ultra présent, mais Tolstoï, pour moi, c'est toutes les réflexions sur le christianisme, sur la figure de Jésus, sur le rapport à la spiritualité, le rapport aux animaux, bien évidemment. Et en même temps, bah, Tolstoï, c'est ce personnage horrible avec son épouse, enfin... Et je me dis, il y avait un film que j'avais regardé. Je me souviens il me semble que le propos du film, c'était un peu de montrer que parfois le plus important, c'est le symbole. Peu importe si le symbole est faux, parce que le symbole va inspirer de manière réelle et effective des personnes pendant peut-être même des décennies, voire des siècles. Et je me dis qu'il y a des êtres qui sont plus faits pour être des symboles que des humains. Et je crois que c'est un petit peu ça que je ressens. Alors, enfin, quand je pense à Tolstoï et à Rousseau, je me dis, ils étaient pas... Et c'est pas pour les excuser du tout, hein. C'est pas pour minimiser leur misandrie, carrément, leur misogynie, le sexisme, etc., la violence. Non, c'est pas du tout ça. Je les condamne et je les minimise pas du tout. Mais je me dis, voilà, ces personnes-là, en fait, auraient pas dû être des personnes, des humains, mélangés à d'autres humains, relationnant de manière traditionnelle normale, parce que bah, ce qu'ils ont fait était nul. Et ils auraient dû presque pouvoir se contenter d'être des ascètes qui écrivent et qui sont presque coupés du monde, parce que par contre la production qu'ils nous laissent à certains égards est incroyable et peut vraiment inspirer pour le mieux. Et donc, encore une fois, je pense que c'est formateur, voilà, de s'identifier, de comprendre, et puis au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on lit davantage, on se rend compte de certaines choses et on nuance et on complexifie sa pensée. Et c'est un autre point important, je crois, c'est de montrer à quel point les textes gagnent à être revisités, à quel point un seul texte c'est bien, mais quand on quand on lit le reste de la production d'un auteur ou d'une autrice, bah, ça éclaire évidemment l'ensemble de l'œuvre d'une manière qui est, je pense, impossible à obtenir sans la lecture complète. C'est pas pour dire que tout le monde doit lire tout et doit passer son temps à relire les mêmes œuvres, pas du tout, mais c'est aussi pour ça, je pense que ce sont des textes que j'ai envie de mentionner dans les livres un peu de ma vie, ou les livres qui m'ont formée, ou les livres qui ont fait qui je suis. C'est parce que j'y suis revenue. Texte en coup de vent comme ça, est-ce que vraiment il peut être un texte qui nous a formés? Je crois pas, parce qu'en fait, s'il nous a vraiment touchés d'une manière aussi profonde, on va naturellement y revenir à un moment donné. Il y aurait sans doute d'autres textes, et vous avez vu que j'ai pas parler de mes romans préférés. Il y a des romans préférés qui ne m'ont pas formée, qui ne font pas qui je suis, mais ça, ce sont vraiment des textes qui reflètent un petit peu mon âme, on va dire. Et il y en a bien évidemment qui manquent, mais sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, et puis il faut préserver certaines petites choses aussi, c'est pas plus mal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, elle est un petit peu différente, un peu plus personnelle, mais en même temps, je pense que bah, si vous n'avez pas lu ces livres, ça vous aura peut-être donné envie de les lire, et puis je crois que c'était aussi une vidéo émaillée de réflexions littéraires sur lesquelles je serais très intéressée de vous entendre, enfin de vous lire, plutôt. J'aurais peut-être eu envie de parler d'Anne Hébert, mais en même temps, la lecture est trop récente, et je ne vois pas encore exactement de quelle manière Anne Hébert s'articule dans la constitution de qui je suis, mais je crois qu'elle y figurera. Donc peut-être que si on refait cette vidéo dans quelques années, il y aura le nom d'Anne Hébert. Et en tout cas, je vous encourage quand même à la lire. Voilà, quoi qu'il en soit. Mais écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage encore une fois à cliquer sur le lien en barre d'infos pour accéder à l'offre promotionnelle. Et puis je vous dis à très très bientôt. Et surtout, n'hésitez pas à me faire votre propre liste dans les commentaires.